Bonsoir, nous sommes le samedi soir, presque minuit d'ailleurs, le samedi soir 20 septembre. Et j'ai trouvé dans mes bibliothèques un ouvrage paru de André Barbeau, paru en 98, et qui s'appelle L'avenir du monde selon l'astrologie. Alors, c'est l'occasion pour moi de revenir une fois de plus sur ce que je pense des travaux de Barbeau. C'est pour aux éditions du Félin. Et L'avenir du monde, d'ailleurs, c'est un titre qui était cher à son frère Armand Barbeau, qui avait, je crois, créé une revue du même nom, avant la guerre, à la fin des années 30. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que je m'acharne sur André Barbeau, qui a 93 ans, c'est dans quelques jours, mais on ne peut pas ne pas réagir au mythe Barbeau, parce que c'est un mythe quasiment créé de toutes pièces, un peu comme le mythe de Notre-Dame d'ailleurs. Moi, je dirais que Barbeau est un poète. Il met en rime astrologique le monde. Qu'est-ce que c'est que les rimes astrologiques? C'est de mettre en rapport des événements qui correspondent aux mêmes configurations astrales. La similitude des configurations astrales constitue des rimes astrologiques. C'est en ce sens que je dis que c'est un poète. C'est un poète qui fait un poète épique, je dirais, qui dresse une fresque remarquable de l'histoire du XXe siècle notamment, à travers ces fameuses rimes astrologiques qui consistent à rapprocher des événements qui riment astrologiquement. Enfin, plus exactement, qui riment selon l'astrologie qu'il utilise. Alors c'est assez impressionnant. Bon, c'est assez abscon aussi, il faut dire ce qu'il est, parce que pour être sensible à cette poésie astrologique, il faut véritablement se passionner pour les différents cycles que André Barbeau juxtapose et superpose et entrecroise. Et si une poésie dans notre langue, dans une langue que nous connaissons, nous émeut, comme si on lisait par exemple Victor Hugo, est-ce que vraiment il y a une émotion à lire l'avenir du monde selon l'astrologie, c'est-à-dire en rimes astrologiques? Alors, donc il y a effectivement un poète et un poète épique. Ça, c'est un véritable poème épique sur le monde que nous connaissons, XXe siècle, mise en rime astrologique. Alors le problème, il y en a plusieurs, mais le problème, puisque nous sommes dans une sorte de linguistique astrologique, une langue astrologique qui comporte justement cette poétique, le problème, c'est que, en ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec l'astrologie que Barbeau utilise pour composer son poème, sa grande fresque, son Iliade et son Odyssée. Les dates qui sont importantes pour Barbeau, qui correspondent à des cycles planétaires, et notamment à des conjonctions entre planètes lentes, éventuellement d'autres aspects, des oppositions, des carrés, des trigones entre ces différentes planètes. Vous imaginez déjà la profusion que ça implique.
ce ne sont pas les bonnes dates. Donc, bon, son travail est intéressant en tant que par rapport à son codage. Il s'est donné une discipline, il s'est donné des règles, et il s'y tient. Très bien. Et il fait ainsi des rapprochements surprenants, étonnants, intéressants. Très intéressant sur le plan artistique, je dirais. Bon, maintenant, il ne tient pas compte dans son astrologie mondiale, pas une seconde, il ne tient compte des étoiles fixes royales. C'est le grand absent de son travail. Donc les conjonctions des planètes avec ces étoiles fixes n'ont aucune raison d'être chez Barbeau, bien évidemment. Donc là, on a un calendrier stellaire, stellaro-planétaire qui est totalement absent du travail de Barbeau. Et d'autre part, ce qui n'en est que le corollaire, il tient encore moins compte des disjonctions, c'est-à-dire des mi-points entre ces conjonctions. Parce que les mi-points entre ces conjonctions, c'est-à-dire les mi-points entre ces étoiles fixes royales, ça correspond en gros à 45 degrés entre Saturne, qui est à mon avis la planète fondamentale, et quand Saturne est à 45 degrés d'une des 4 étoiles fixes royales, il est toujours à 45 degrés de 2 étoiles fixes royales, puisqu'elles sont en principe séparées par 45 degrés, mais c'est une fiction, puisqu'en réalité, elles ne correspondent pas c'est pas à ce point-là, elles sont entre 80 et 100 degrés d'écart l'une par rapport aux autres. Mais là aussi, évidemment, ça n'apparaît pas dans le calendrier de Barbeau. Donc on est dans une sorte d'astrologie fantôme, où il n'y a ni les étoiles fixes, ni les conjonctions des planètes avec les étoiles fixes, ni les disjonctions des planètes avec les étoiles fixes quand ils sont éloignés des étoiles fixes, qui est quand même le principe même de l'aspect. Parce que si la conjonction est la conjonction, c'est-à-dire la rencontre, il y a l'opposition, ou le carré, on va appeler ça comme on voudra, qui correspond justement à un moment de disjonction, un moment de dissonance, si on préfère, pour parler le langage de l'astrologie. Conjonction harmonique, disjonction dissonante. Donc, Barbeau arrive à réaliser son fameux poème à partir de données qui sont, à mon avis, astrologiquement, complètement inintéressantes, et en faisant abstraction totalement de données qui, pour moi, sont fondamentales. Dès lors, le cycle de 7 ans, un cycle récurrent, n'apparaît à aucun moment dans le travail de Barbeau, ni dans celui-ci, ni dans aucun autre d'ailleurs. Donc là aussi, c'est une unité de mesure fondamentale, qui est elle-même divisée en 2 temps, qui sont les 2 temps de la conjonction et de la disjonction. Tout ce monde-là est totalement inconnu, carrément, de Barbeau. On ne lui reprochera pas, parce que de toute façon, ce n'est pas l'astrologie qu'il a apprise. Ce n'est pas l'astrologie qui était en vigueur quand il s'est formé à l'astrologie dans les années 30-40. Donc, on ne peut pas être et avoir été. Barbeau n'est pas né en 1950, il est né en 1920. Donc, il n'est pas né même en 1970. Bon. Donc, point final. Bon, d'accord. Alors, ça c'est déjà un problème. Bon, l'autre problème, évidemment, c'est tout le pathos qui est lié au récit d'une prévision. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vraiment, on est complètement le pathos. Et ce pathos fait problème, lui aussi, paradoxalement. On nous raconte qu'en 1952, Barbeau, le jeune Barbeau, qui a une trentaine d'années,
parie que la configuration qui s'est produite en 1917 et qui semble avoir un effet en 1953 avec la mort de Staline. Bon, et là encore, il semble qu'il est prévu avant cette mort de Staline, donc quelque part, là déjà, il y a une espèce d'excitation. Eh bien, ça aura à nouveau des effets 36 ans plus tard, en 1989. Alors, donc, tout le scénario, toute la mise en scène prévisionnelle ici, c'est de dire, il y a un astrologue qui a prévu en 1953 ou 52 qu'il y aurait quelque chose d'important pour la Russie en 1989, à l'instar de ce qui s'est passé en 1917 et en 1953. Alors, ces rendez-vous à 36 ans d'écart me laissent extrêmement sceptique. Pour toutes sortes de raisons. Et je crois que c'est tout à fait improbable de faire quelque prévision que ce soit avec un tant soit peu de précision pour un pays quel qu'il soit. Si tant est que ce pays continue à exister 36 ans plus tard. On peut annoncer raisonnablement qu'un certain type de situation va se reproduire régulièrement, tous les 7 ans par exemple, c'est d'accord. Que ça se reproduise dans un pays ou dans un autre, ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Il faut se mettre bien ça dans la tête. On y reviendra. Alors, Barbeau, il ne reste pas les bras croisés à partir de 1953. Loin de là. Loin de là. Et entre-temps, entre 1953 et 1989, puisqu'il aura atteint il était toujours en vie en 1989, il est toujours en vie aujourd'hui encore, eh bien, il y aura eu son ouvrage de 1963, qui annonce qu'en 1965, l'Union soviétique aura rattrapé les États-Unis, voire dépassé les États-Unis. Il y a eu la crise de Cuba, qui a failli déboucher sur une guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu la construction qu'a fait André Barbon à partir de 1967 d'un bouquet de planètes qui modifiait totalement son approche de l'astrologie mondiale, et qui là, en l'occurrence, n'était plus du tout localisé. Je dis simplement, il va y avoir une période au niveau mondial qui sera plus ou moins difficile ou plus ou moins détendue. Donc, de lui-même, il renonce carrément à la localisation astrologique. Bon. Alors qu'on ne vienne pas nous dire maintenant que, en réalité, non, en 1953, il a bien annoncé pour la Russie. C'est une théorie qu'il avait abandonnée, disons les choses clairement. Alors il peut la ressortir de ses papiers, de ses tiroirs, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, je reviens au pathos. Ah oui, alors on a annoncé 36 ans à l'avance un événement important pour la Russie. Important. Quel genre d'événement? Ça n'a aucune importance. Mais il faut que ce soit important. Est-ce que c'est un événement de type conjonctionnel, disjonctionnel, de rassemblement, de dispersion, d'écroulement, de restructuration? Peu importe. Faut être sérieux. Alors, qu'on puisse se contenter de faire des pronostics de ce type, où ce n'est pas le type d'événement qui est important, mais le lieu où l'événement a lieu qui est important,
moi, ça me laisse complètement perplexe. Car il est évident, et Barbeau l'avait compris en 1967, 67 parce que justement il avait échoué en 63, et qu'il en avait tiré les conséquences. Ne pas se polariser sur un pays donné, sur la course entre deux pays, c'est suicidaire. Il avait compris. Malheureusement, le schéma qu'il a élaboré en 67 ne va pas fonctionner, donc il reste un petit peu le bec dans l'eau. Et en 1989, à la fin de cette décennie catastrophique qui n'a pas du tout correspondu à ce que Barbeau avait annoncé, divine surprise, on a la fameuse affaire de 1989. Et là, bien entendu, on retrouve les documents qui ont été exposés en 1953. Le cycle Saturne-Neptune, un cycle parmi d'autres, parce que Barbeau travaille sur toute une ribambelle de cycles. Et celui-là, il fait mouche. Merveilleux. Alors, on n'est pas dans la voyance. Le fait qu'on ait annoncé quelque chose 36 ans à l'avance, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse expliquer, même rétrospectivement, des choses. Le côté comme ça romantique, héroïque, oui, je l'ai annoncé à l'avance. Mais l'astrologie n'est pas là pour ça. Barbeau le sait très bien. La plupart des choses qu'il explique, il les explique après coup. Voilà. L'astrologie, elle est là pour ça. Elle n'a pas à faire ses preuves en faisant des prévisions, etc. Elle est là pour montrer que de toute une série d'événements, de situations, correspondent à un système. Quand Barbeau explique, avec son système de 1967, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il explique après coup. Il n'explique pas avant. Donc qu'est-ce que c'est que cette astrologie qui ne pourrait exister qu'en se projetant des décennies à l'avance? Ça ne tient pas debout. Alors, Barbeau a raison de dire qu'il est seul, il le dit à la fin. Il se sent très seul. Ben oui, peut-être. Et je crois malheureusement qu'en effet, un témoignage sur une aventure qui malheureusement a été solitaire. Ah oui, je crois que malheureusement, en effet, cette poésie épique, astrologique, de rimes astrologiques, tout ça, effectivement, bon, c'est tout au bénéfice de Barbeau, mais ça sera vite oublié. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça sera un des monuments poético-astrologiques du XXe siècle. Et la question de la prévision 36 ans à l'avance, ça c'est complètement anecdotique. Alors, je voudrais revenir sur ce point essentiel, qui est la question de l'objet de l'astrologie. Qu'est-ce qu'elle étudie, l'astrologie? Et de quelle façon peut-elle s'exprimer? Quels sont les termes dans lesquels elle est censée s'exprimer? Est-ce que c'est du genre important, pas important, grave, pas grave, détente, pas détente? Je trouve ça très insuffisant. Moi, je propose une formule qui est relativement simple, qui est celle à laquelle je me tiens d'ailleurs depuis très longtemps, mais effectivement avec des variations, qui est celle de l'aimantation. La conjonction est un processus de rassemblement des énergies. La disjonction est un processus de dispersion des énergies. Mais quand on a dit ça,
on n'a rien dit. Il faut préciser ce qu'on entend par là. Il faut préciser tous les obstacles épistémologiques à l'explicitation d'un tel discours. Les mots, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est le fameux problème de l'indexicalité. Prenons l'exemple d'un rassemblement. Il y a plusieurs façons de se rassembler. Par le haut ou par le bas. C'est pas du tout pareil. Si c'est un rassemblement autour d'une personnalité charismatique, ce que j'appelle maintenant l'incarnateur, celui qui incarne, qui met son énergie au service d'un collectif, lui, il va rassembler quelque part. Mais ce collectif aussi peut se rassembler. Donc le mot ne veut pas dire grand-chose. Le rôle d'une assemblée, c'est justement de faire pendant au rassemblement autour du chef, autour du monarque. Ce qu'on appelle le régime d'assemblée. Donc, la notion de rassemblement n'est pas pertinente en elle-même si on ne précise pas dans quelles conditions ce rassemblement s'effectue. L'autre jour, je parlais de la conjonction. Je disais, la conjonction, c'est un rassemblement. Mais c'est un rassemblement de quoi, en fait? C'est d'abord un rassemblement du chef. Et qu'est-ce que ça veut dire un rassemblement du chef? Ça veut dire qu'il rassemble ses propres forces intérieures. Il se reconstruit. Il se refocalise. Parce que le propre du chef, c'est d'être un monde à lui tout seul. Et donc ce monde, il faut qu'il trouve cette énergie centripète. Ça n'a rien à voir avec le rassemblement d'une société, d'un collectif. Donc déjà, il y a des pièges sémantiques considérables dans cette situation. Et l'astrologue se garde bien souvent, et ça c'était le grand reproche que j'ai, de rester dans cette espèce de polysémie où on comprend une chose, une autre, et on ne prend pas conscience que les mots, il faut les préciser. Je demande aux gens qui vont voir l'astrologue de demander expressément que l'on précise ce qu'on entend quand on emploie telle et telle expression. L'astrologie a des obligations de préciser son propos. Sinon, elle ne veut rien dire. Si j'utilise des mots qui veulent dire une chose et son contraire, qui veulent dire un phénomène à la fois de la personnalité du chef et à la fois un phénomène du regroupement du groupe, on ne fait plus d'astrologie puisqu'on annonce deux choses contradictoires pour le même moment. On ne peut pas perdre dans ces cas-là. Et c'est bien ce qui s'est passé en 1989 pour Barbeau. Bon, je reconnais que il aurait pu ne rien se passer du tout en 1989 en Russie. En Russie, ou dans l'Union soviétique. Mais la marge de manœuvre restait considérable. Ça pouvait aller d'une extrême à l'autre. Ça pouvait être aussi bien, comme vous lisez le texte de Barbeau, un écroulement total de l'Union soviétique, que son renforcement. Et en fin de compte, ce n'est ni l'un ni l'autre qui se sont produits. Bon. Enfin, il y avait des tas de scénarios possibles qui auraient tous fonctionné par rapport à cette prévision. Si Barbeau avait dit clairement que en 1989, parce qu'il se trouve qu'il y a un paradoxe qui veut qu'effectivement, en 1989, il y a une conjonction Saturne-Neptune, mais il y a également
une période disjonctionnelle. Vous ne le savez parce que ce n'est pas son langage. Mais c'est trop que les différents systèmes astrologiques se convergeaient à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est paradoxal. Lui, il annonce une conjonction, alors que dans mon système, c'est une disjonction. Déjà, il y a un problème. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce qui s'est passé, c'est quand même plutôt de l'ordre de la disjonction. Même si cette disjonction correspond aussi à des rassemblements populaires autour de dans tel et tel pays, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Il y a toujours des phénomènes de rassemblement, de toute manière, on l'a déjà dit, à une échelle et à une autre. Ce n'est pas le rassemblement qui est important. Prenons tout simplement ce qui se passe actuellement, en 2014, depuis 2 jours. On a appris que le référendum écossais n'avait pas donné l'indépendance à l'Écosse, et qu'il y avait 55% des Écossais qui avaient voté pour le rattachement, pour le maintien du rattachement au Royaume-Uni. Certains astrologues auraient pu croire qu'on se retrouvait dans la situation de 1989, à une échelle ou à une autre. Ils auraient mis ça sur le compte de n'importe quelle configuration. On le trouve toujours. Dire qu'effectivement, non, ce n'était pas une période propice pour ce genre de dislocation, ça, c'était de la bonne astrologie. Pourquoi? Parce que là, le problème se posait. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir à 36 ans à l'avance, c'est quand même ridicule, mais à quelques jours à l'avance, ou quelques mois à l'avance, oui. Parce qu'on sait que dans un pays donné, il y a tel problème qui se pose. Et à ce moment-là, l'astrologue, par rapport au contexte qui se présente, a le droit de donner son avis. Et s'il avait fait, ça aurait été pas si mal que ça. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, 36 ans à l'avance, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas en astrologie d'événements majeurs au-delà de 7 ans. C'est-à-dire que rien ne justifie de dire qu'il y a des événements qui ont lieu tous les 36 ans. Ça ne veut rien dire. Il y a une certaine situation d'événements qui revient tous les 7 ans. Ou même, voilà, 7 ans pour la conjonction, 7 ans pour la disjonction. Voilà. Donc c'est quelque chose de relativement banal. Maintenant qu'à certains moments, pour certaines conjonctions ou certaines jonctions de Saturne avec les 4 étoiles royales, ça prend des proportions remarquables, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'y prête. Bon, par exemple, en 2011, on a une situation qui est comparable à celle de 1989 dans mon système. Saturne est, comme en 1989, en disjonction. 21 ans d'écart, 3 cycles de 7 ans. On a vu ce que ça donnait, le printemps arabe, la chute des grands leaders, les grands chefs arabes en Tunisie, en Libye, etc. La contestation en Syrie. À ce moment-là, le chef qui incarne l'autorité n'a plus la force nécessaire, n'est pas soutenu par la conjonction qui est la base de son pouvoir. Même en 1967, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en 1967? On dit la guerre des 6 jours. Oui, mais c'est aussi l'échec de Nasser. Nasser qui propose d'ailleurs sa démission, qui la reprend au lendemain de la guerre des 6 jours. Nasser qui ne parvient pas à unifier correctement les États pour pouvoir obtenir gain de cause. Il est possible qu'à un autre moment, Nasser aurait pu l'emporter sur Israël. Mais pas à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas les énergies qu'il faut. 1967, c'est une disjonction, c'est pas une conjonction. Donc je récapitule et je voudrais terminer là-dessus. Je ne veux pas fatiguer trop mon auditoire. L'astrologie, l'objet de l'astrologie, puisque c'est la question qui est posée, c'est d'étudier
peut discuter de cette théorie, mais je la pose et je la mets en avant, d'étudier le moment où certains personnages qui ont une énergie remarquable, qui ont un potentiel extraordinaire, et qui vont mettre ce potentiel au service d'une communauté quelle qu'elle soit. Par exemple, Napoléon, bon, il a mis son énergie au service de la France, Hitler a mis son énergie au service de l'Allemagne, alors qu'ils étaient l'un corse, l'autre autrichien. Enfin bon, peu importe. Donc, ces personnages-là, et bien d'autres, ils naissent ici ou là. Et selon qu'ils naissent ici ou là, ou selon qu'ils se déplacent ici ou là, l'histoire va passer ici ou là. Parce que c'est quand même des personnages qui sont porteurs d'une histoire, de l'histoire, au sens hegelien du terme, par lesquels l'histoire passe. Le système astrologique est là pour établir ce pouvoir charismatique incarnationniste. Incarnationniste, c'est-à-dire c'est des gens qui vont incarner des puissances, qui vont incarner des peuples, des sociétés, des cultures, des religions. Ils ne les incarnent pas en tant qu'ils émanent de ces cultures, ils les incarnent en tant qu'ils mettent leur énergie au service de ces cultures. C'est pas tout à fait pareil. Mais bon, on ne va pas financer là-dessus. Ces personnages-là sont des personnages clés de l'histoire. C'est de cela dont on doit parler dans un ouvrage d'astrologie mondiale. Lors de la disjonction, ces personnages ne sont pas à la hauteur. Leur code baisse, ils n'arrivent plus à faire ce pourquoi ils sont mandatés. Mandatés par le ciel, je dirais, plutôt que par les hommes. Et à ce moment-là, l'humanité se retrouve un petit peu laissée à elle-même. Parce que ces personnages sont des surhommes en quelque sorte. Ce sont des anges, on peut dire, à la limite. Des messagers de l'eau céleste, c'est ce que je veux dire. Mais par là que la conjonction, c'est l'annonce, d'ailleurs, entre parenthèses, la naissance de Christ, c'est quand même lié à une histoire d'étoiles. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais enfin, je veux dire, le messager, il est porté par la conjonction. Peut-être pas la conjonction au moment de sa naissance, mais la conjonction au cours de sa vie. Les conjonctions. Il y en a une tous les 7 ans, comme vous savez. Qu'on sache à l'avance que quelqu'un va naître avec ce potentiel, ça j'en doute. Je ne vais pas dire que c'est d'après le thème astral qu'on sait que quelqu'un a ce potentiel. Ce n'est qu'avec sa vie, au cours de sa vie, que ça ressort de manière flagrante. Donc, ce personnage, il porte le monde sur ses épaules, il tient d'une façon impériale, si on peut dire, il tient ensemble des éléments épars, des éléments qui ne tiennent que grâce à lui, quelque part. Et lorsque il n'a plus cette force intérieure, lorsque la conjonction se dissout, se défait, se dénoue, eh bien, il ne peut plus tenir, comme on dit, qui trop embrasse mal étreint. Ça ne tient plus. Et donc, ça se disperse. Ça va pouvoir se restructurer au bout de 3-4 ans, peut-être, ou au bout de X temps. Peut-être que le même personnage pourra reprendre la situation en main. Mais en attendant, il y a eu une sorte de décomposition. Et à ce moment-là, alors on tombe dans le problématique des gens comme Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire, lui, il s'imagine que le peuple est souverain
qui délègue son pouvoir à tel et tel monarque ou à tel et tel chef. Je crois qu'on va remettre en question très sérieusement tout cela. C'est pour dire que un astrologue qui, ne connaît pas bien l'histoire de l'astrologie, n'a pas réfléchi suffisamment sur l'astrologie originelle. 2, a une conception de l'histoire qui reste un petit peu scolaire et un petit peu dépassée, il ne peut pas faire du très bon travail. Sinon, ce travail d'Homère de l'astrologie, d'Homère de l'histoire, qui fait une fresque impressionnante avec toutes sortes de rimes astrologiques.